Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 17 février 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 112e webinaire Second Souffle. Un petit rappel sur l'émission Second Souffle. La première, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après plus de 12 ans, ça fait presque 13 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour utiliser cette plateforme, 2 onglets, 2 icônes en bas, à droite, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et l'icône question, le plus important, cette icône question. Merci de poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît. Un souci technique, vous avez une icône d'aide à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. 2 icônes au milieu en bas, un pour mettre en plein écran et le deuxième pour réagir avec des emojis, voilà, comme ceci, voilà, quand vous êtes content. Et voilà. Pardon. J'ai fait un petit tour aussi des gens qui étaient inscrits aujourd'hui et on a quelqu'un d'Autriche, du Congo, de Croatie, de Hongrie, du Maroc et évidemment nos amis toujours fidèles de la Martinique et de l'île de la Réunion. Voilà, il y a également quelques-uns de nos bénévoles qui sont inscrits aujourd'hui. Si je voulais dire bonjour aussi particulier à Émilie, Émilie R, que j'ai rencontrée, qui est une fidèle aussi, que j'ai rencontrée au MEDEF, je crois, Émilie. On s'est rencontrés lors des 24 heures pour rebondir au féminin. C'est plusieurs fois que vous venez, à chaque fois j'oublie de vous dire bonjour. Donc bonjour Émilie. Et puis évidemment, il faut que je dise bonjour également à Caroline, notre experte en réseaux sociaux qui est là aujourd'hui aussi avec nous. Voilà, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et aujourd'hui, on retrouve notre autre amie, Christine. Bonjour Christine Claire. Bonjour William, bonjour à tous, et bonjour aux ultramarins, puisque a priori un grand nombre d'ultramarins sont présents avec nous. Bonjour William. Alors Christine, donc c'est notre experte en cybersécurité écoute, je vais te donner la main tout de suite et puis à toi de jouer. Ouais, je te laisse lancer les slides que nous vous avons préparés pour cette session. Rappel, je crois que quelqu'un souhaite connaître la durée de l'intervention. On a 30 minutes à peu près. William, tu peux... 45 minutes d'intervention, oui. 45 minutes, en sachant qu'on va aussi privilégier vos questions, plutôt qu'un message top-down. On aura aussi le plaisir d'échanger sur les questions qui seront soulevées, durant cette session dédiée, comme on l'a vu, à la préparation dans le cadre d'un contexte un peu anxiogène, avec les formidables évolutions du digital, du numérique qui apporte énormément d'opportunités pour notre écosystème, pour vos développements, au service de votre croissance et de la relation client. Il y a le pendant, il y a beaucoup de risques, de nouveaux risques qui ont émergé. Il y a un phénomène en pleine expansion. Il faut savoir que la cybercriminalité, qui, je vais peut-être le rappeler quand même en propos introductif, sont toutes les infractions pénales qui sont commises sur les systèmes informatiques, dont Internet. Cette cybercriminalité est devenue la première cause de fraude externe, impactant là même votre développement, votre croissance et pouvant avoir des conséquences très très lourdes pour la pérennité de certaines entreprises. Donc face à cette ampleur, il faut se préparer et quand l'incident arrive, il est souvent trop tard. Donc l'objectif de cette
cette session est de vous balayer les principales questions et les principaux thèmes à aborder pour faire face et mieux se protéger, mieux protéger votre entreprise et vos clients et aussi vos parties prenantes, fournisseurs et autres. Donc, il existe 3 moyens complémentaires pour se protéger: la prévention, la gestion du risque, le volet assurantiel qu'on parfois on oublie aussi. Et on va donc, en s'appuyant sur les recommandations des acteurs de référence que sont l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et du GIP ACIMA, cybermalveillance.gouv, eh bien, on va aborder les questions clés et en tout cas les thèmes pour mieux se protéger. Alors, en slide suivante, vous allez voir que se protéger, c'est commencer par faire un état des lieux à la fois de vos équipements, services, dont vous disposez, mais aussi de périphériques. Alors, quand je parle de périphériques, c'est l'autocommutateur, les clés 4G, les imprimantes, tous les objets connectés, par exemple. C'est aussi tous les ordinateurs de l'entreprise, mais aussi mobiles, serveurs locaux ou distants. Eh bien, tout ça, ça va nourrir un inventaire qui va vous permettre de connaître l'état des lieux, des risques ou des espèces sécurisées déjà dans votre structure. L'autre point de vigilance, c'est les logiciels que vous utilisez. Quelles sont leurs natures, quelles sont leurs fonctions et surtout quelles sont leurs versions. Est-ce que les licences sont encore valides? Parce que parfois, eh bien, pour des raisons de coût, le plus souvent, on oublie peut-être de mettre à jour et donc là, les vulnérabilités dites technologiques sont fortes et permettent à des attaquants de s'infiltrer dans ces sujets. Concernant, on parle beaucoup du patrimoine informationnel. Peut-être là aussi, je vais m'arrêter quelques instants. Qu'est-ce que le patrimoine informationnel? C'est l'ensemble de vos données, les données qui sont nécessaires à l'activité de votre entreprise, qui sont aussi des données confiées par des clients ou des fournisseurs, et au regard de la réglementation, eh bien, ce patrimoine doit être protégé. Donc, les questions à se poser, c'est quelles sont les données justement et le traitement des données qui peuvent affecter mon activité en cas de perte ou de compromission, de vol, et les données qui sont soumises à des obligations légales. On parle de données dites sensibles, les données dites personnelles qui sont, elles, à surveiller et à protéger encore plus que des données dites publiques. Et là, c'est un règlement que vous connaissez tous, qui a été en application depuis mai 2018, qui va changer dans quelques mois, mais on aura l'occasion d'en reparler. L'inventaire, c'est aussi checker l'ensemble des droits d'accès au système d'information et au niveau d'habilitation de chacun des collaborateurs, voire des invités. Et un point de vigilance, c'est notamment supprimer un droit d'accès d'une personne qui part à la retraite ou un ancien collaborateur qui n'est plus collaborateur de votre entreprise. Donc, inventaire sur les droits d'accès, sur les niveaux d'habilitation, mais aussi tous les points contact entre votre système d'information, le système informatique et Internet. Tous ces éléments, toutes ces questions et cet état de lieu va permettre d'évaluer le niveau de vulnérabilité ou de risque et vous permettra de rédiger ce que j'appelle une cartographie des risques qui va vous aider à connaître ce mapping, mais surtout pour déterminer ce qui doit être en priorité protégé et vous aider à des décisions, à des arbitrages, pour acheter des équipements complémentaires de sécurisation, mais aussi pour nourrir ce qu'on verra plus tard, qui est utile notamment quand on est victime d'une attaque avérée, un plan de continuité d'activité. Ça va nourrir tous ces éléments et outils. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner.
Merci. Un deuxième point qui est important, c'est, on l'a vu, faire l'état des lieux des données, mais l'importance aussi, c'est de les sauvegarder. Et les sauvegarder selon leur niveau de criticité. C'est quelque chose qu'on oublie parfois de faire. Et donc là, la question se pose, à quel rythme j'effectue mes sauvegardes? Est-ce que j'en fais bien? Faut-il qu'elles soient quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires? Ça va donc dépendre de l'état de lieu que vous aurez fait dans la première étape évoquée précédemment. Cette sauvegarde régulière, on peut la faire de plusieurs manières. Soit on la fait en ligne, des disques réseau, par exemple, qui sont des zones de stockage. Et là, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais par exemple… Le cloud. Le cloud est une solution. En ligne, sur les disques réseau, ça s'appelle les SAN et les NAS. C'est des zones de stockage selon l'importance des données que vous avez à traiter, d'où les arbitrages en fonction des données qui vous sont confiées. Dans le cloud, bien sûr, tu as tout à fait raison, qui est un stockage qui permet un accès et un stockage grâce à Internet. Ça, ce sont les deux premières sauvegardes qui sont conseillées. On peut aussi, William, les conserver sur des disques externes, des supports physiques externes, ce qu'on appelle les supports hors ligne ou déconnectés. Donc l'avantage, c'est de réduire le risque de compromission, c'est-à-dire que un attaquant mal intentionné va modifier les composantes de vos données. Imaginez qu'on modifie vos taux de facturation, etc. La facture va être impactée, par exemple. L'avantage, réduire ce risque, mais par opposition, il y a un petit inconvénient, c'est que ces supports physiques, par exemple une clé USB uniquement à votre usage, c'est un risque de perte ou aussi de destruction. Donc, je vous ai mis à l'écran là. Quand on parle de NAS, à quoi ça ressemble, vous pouvez en trouver en grande surface aujourd'hui. C'est des petits boîtiers où à l'intérieur il y a un seul disque dur ou plusieurs. Le mieux c'est d'en avoir au moins deux, parce que le deuxième fait la sauvegarde du premier en temps réel, ce qu'on appelle du RAID. Et, vous voyez, il y a des prix qui sont pas non plus, c'est pas non plus excessif. Donc pour une petite entreprise, ça peut être largement suffisant. Et ça se branche en réseau, sur votre réseau informatique, et vous faites vos sauvegardes, vous pouvez même programmer des sauvegardes automatiques. Juste un petit conseil quand même, Christine, il est préférable de ne pas laisser brancher ce genre d'appareil en permanence. Parce que si vous le laissez brancher en permanence sur votre réseau informatique et qu'un jour vous avez une attaque réseau, le virus il va se propager, ou l'attaque va se propager également sur votre NAS. Donc, il faut le mettre en route uniquement quand il y a des sauvegardes, en fin de compte. Oui, tout à fait. L'intrusion système va infecter l'ensemble compte tenu de l'interconnexion que vient de citer William, absolument. Peut-être en résumé, s'il faut garder en tête un point sur les sauvegardes, c'est la règle du 3-2-1, c'est-à-dire je fais 3 copies de sauvegarde sur des supports différents, sur 2 supports différents, dont un notamment hors ligne sur un disque externe. Alors, sur la sauvegarde, c'est pas tout de sauvegarder. Il faut aussi tester ce qu'on appelle les tests de restauration, c'est-à-dire que il faut être en capacité de, si un incident arrive, savoir comment je récupère mes sauvegardes et faire des tests de restauration comme on fait chez les pompiers. Il y a des tests, il y a des actions comme si on était dans le feu. Et bien faire des tests réguliers de restauration. Comment aller chercher ça se prépare de manière régulière et c'est aussi une action préventive qui vous sera très utile. Si vous êtes victime d'une attaque. On vous a mis bien sûr la notion de RGPD dans la mesure où ce règlement s'applique aux données dites personnelles sensibles. Une petite précision, on pense souvent qu'il ne s'agit que de données numériques. Non, que nenni. C'est tout élément qui peuvent discriminer ou identifier une personne physique.
Exemple, ma photo sur un papier diffusé, c'est un moyen de discriminer une personne. Une feuille de paie, un numéro de sécu. Donc, ce n'est pas que la donnée numérique, mais aussi tout ce qu'on conserve comme données sensibles, autres que numérique, qui est concerné et qui rentre dans l'application du RGPD. On va passer à la SAD suivant sur les mises à jour. Là aussi, il y a des mises à jour régulières, des correctifs de sécurité de vos matériels et des logiciels qui sont embarqués dans les solutions des éditeurs. Au-delà des attaques qui sont permises par négligence des utilisateurs, on dit que le premier risque, c'est entre la chaise et le clavier qu'il existe, il est vrai, ou par ingénierie sociale, c'est un autre vecteur d'attaque. Le troisième vecteur d'attaque, c'est les vulnérabilités techniques des solutions et des matériels qu'on utilise. À chaque fois que vous avez une solution et que vous choisissez une solution, il est conseillé d'activer dans les paramètres la mise à jour automatique, et donc se doit se poser cette question aujourd'hui dans le cadre de votre balayage et de votre inventaire et de votre état des lieux, si justement ces mises à jour sont bien activées, ce qui va vous assurer d'utiliser ces matériels, ces logiciels de manière sécurisée. Et si je résume ça, c'est un moyen de barrer la route à un attaquant et verrouiller l'entrée de votre système d'information. Ouais, et mise à jour des logiciels, mais mise à jour de vos systèmes d'exploitation, un Windows, un Mac, un Linux, ça doit être mis à jour parce que justement, fait que les mises à jour, ça fait des améliorations, pour ergonomiques ou d'outils, mais ça fait également des mises à jour de correctifs. Donc ça ferme des portes pour éviter que les gens viennent vous attaquer. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la dernière version de son système d'exploitation. Je dis ça pour des gens qui travaillent sur des vieux Mac ou encore des Windows XP, par exemple, c'est pas bon, du tout. Mmh. Oui, parce qu'en fait, quand il y a une vulnérabilité qui a été identifiée, certaines sont mises sur la place publique et font les choux gras des attaquants qui mettent maintenant quelques jours pour identifier tous les postes à vulnérabilité. Donc, en effet, ça doit être un réflexe lors de toute acquisition, mais aussi durant la vie de vos matériels. Et ceux qui ne peuvent pas être mis à jour, on les désinstalle et on les remplace. Ça peut avoir un coût, mais face à l'ampleur et les impacts financiers et économiques d'une attaque cyber, qui en moyenne tourne autour de dizaines de milliers d'euros quand même, c'est un investissement qui est très 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 rentable. Et j'ai aucune action dans aucun fournisseur, donc voilà pour la partie mise à jour, à la fois sauvegarde, mise à jour de vos matériels et logiciels. Concernant la protection, plus au niveau des outils, c'est se poser la question en slide suivante, William, c'est est-ce que j'ai déployé sur mes équipements informatiques en priorité une l'antivirus. Elle est comme l'usager la première ligne de défense face et contre les attaquants. Et ces équipements informatiques avec une priorité, ceux qui sont bien sûr connectés à Internet, poste de travail, serveur de fichiers. Et là aussi, activons les mises à jour. Est-ce que mes mises à jour automatiques sont bien paramétrées? En complément, on vous a rajouté un outil de protection que sont les pare-feux. Je rappelle que c'est un logiciel qui va protéger des attaques provenant d'Internet et qui va aussi ralentir la progression d'un attaquant. C'est une question. Est-ce que j'ai un pare-feu? Est-ce que j'ai un filtrage web? C'est un autre outil qui permet de bloquer tous les flux non strictement nécessaires à l'action et à votre activité, et qui bloque aussi l'accès à des contenus web inappropriés ou dangereux.
la cerise sur le gâteau, c'est qu'il permet donc de bloquer des flux et de faire une post-analyse après coup des attaques qui ont été arrêtées. Une précision, un pare-feu, c'est pas uniquement un logiciel, ça peut être également du matériel. Je vous mets à l'écran des boîtiers firewall, pare-feu. Voilà, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle un hub ou un switch réseau. Et donc là, c'est hardware. Vous avez un logiciel qui se trouve dans le boîtier et ça protège tout votre réseau informatique. Voilà. Là, on est sur un budget, en effet, un petit peu plus important. Plus important, mais sur la taille que vous avez, ça peut être plus intéressant. Voilà, c'est toute la... Quand je parle de cartographie des risques en premier, dans mon propos introductif, c'est que, voilà, justement, en fonction des données que j'ai, qui me sont confiées, donc en fonction de mon activité, le niveau de protection est adapté. C'est pas la peine de mettre des milliers d'euros si, après mon état des lieux, j'estime qu'il n'y a qu'une partie où, voilà, c'est à adapter justement et ça vous aidera à prendre vos décisions budgétaires et de matériel avec l'aide de spécialistes dont on vous communiquera des listes par la suite via le site cybermalveillance.go. Donc les autres outils, filtrage web, on en a parlé, ça peut être aussi un anti-phishing et dans tous les cas, renforcer vos authentifications par l'authentification multifactorielle ou appelée double authentification, ce qui a permis de faire baisser énormément les fraudes liées à la carte bancaire, constatées en tout cas par l'ensemble de la profession bancaire l'année dernière. Ouais. Peut-être rajouter aussi un autre moyen de protection qui me semble être très important, Christine, c'est la protection de son site web. Oui. Je vais partir du principe que tout le monde a un site web fait avec WordPress, par exemple. WordPress propose des extensions pour pouvoir être protégé. Le plus connu que moi j'utilise, mais il y en a d'autres, c'est WordFence. Je vous le mets dans le chat. Qu'est-ce que ça fait ça en plus? Ça protège, vous savez que pour vous connecter à l'administration de votre site WordPress ou Wix ou autre, vous mettez votre nom d'utilisateur plus un mot de passe. Bon, il y a des attaques là-dessus. Je peux vous dire que sur le site Second Souffle, c'est à peu près 400 par semaine. Le site web de Second Souffle. Je ne vous parle pas du site web de la Banque de France. C'est le site web de Second Souffle. 400 attaques par semaine en moyenne. Et ce, depuis janvier 2022. Et un mois avant le début de ce qui se passe en Ukraine. Et ça continue. Et cette semaine, mon WordFence, il a bloqué une attaque. Il y a eu plus d'une dizaine d'attaques en moins de 20 secondes, je crois. Automatiquement, il a mis l'adresse IP de l'attaquant comme étant banni. Mais voilà. Donc, si vous n'avez pas ce genre d'outil, moi, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Son site a été piraté. Ils ont fait quoi? Ils ont viré toutes les données, donc le site n'existait plus. Et donc la personne que je connais, donc une indépendante, a dû demander à une agence web de recréer un site internet. Et ça lui a coûté 10 000 euros. Voilà. Oui, eu égard à l'investissement, il faut peser le pour et le contre. Et malheureusement, ces sujets nous concernent tous, quelle que soit notre taille. On l'avait vu dans notre webinaire du mois de mai l'année dernière. C'est vrai qu'on a longtemps pensé, on était longtemps dans le déni, en pensant, je travaille toute seule, je suis une petite TPE, je suis artisan, auto-entrepreneur. Malheureusement, les modes opératoires, on va pas les détailler aujourd'hui, mais les modes opératoires et les façons d'attaquer, en attaque notamment à partir de milliers d'adresses récupérées d'une manière ou d'une autre, font qu'on peut être visé alors qu'on n'est pas ciblé en tant que tel. Et c'est un peu comme les opérations de publi-postage d'il y a 20 ans. On faisait des mailings, et puis il y avait un ou deux prospects qui ressortaient du lot. Bien là, c'est la même chose. Ils balancent des attaques de façon massive et on peut être dans le lot, voire on peut les intéresser parce qu'on travaille avec des plus gros partenaires qu'ils ne peuvent pas avoir en direct. Je ferme cette parenthèse, mais ça fait bien. Je voulais dire aussi que si le site Second Souffle ou la personne que je connais s'est fait pirater son site internet, c'est pas un humain derrière qui essaye de rentrer. Ce sont des petits robots.
des méchants petits robots. Donc, que ça soit le site de la Banque de France ou le site Second Souffle, il s'en fout. Hein. Lui, il veut pouvoir rentrer pour pouvoir bloquer les données ou tout supprimer. Et après c'est peut-être un humain, un vilain humain, qui prend le relais pour vous faire chanter. Mais au départ, c'est un robot. Donc, que vous soyez indépendant avec un tout petit site internet ou un plus gros, tout le monde est concerné. Oui, on appelle ça les attaques brutes. On en parlera pourquoi on va ressasser qu'il faut des mots de passe robustes. C'est parce qu'il y a en effet, c'est pas comme dans les films de James Bond, un super informaticien qui essaye toutes les possibilités mano à mano. Non, c'est des logiciels qui coûtent pas grand-chose et qui balancent des attaques qu'on appelle par force brute ou attaques par dictionnaire et qui vont craquer des mots de passe en quelques dixièmes de seconde. Donc voilà, deuxième aspect de la protection qui en slide 6 que vous retrouverez dans mes slides. Eh bien, se protéger, c'est aussi penser au volet assurantiel. Il y a de plus en plus d'assurances, de polices d'assurance qui permettent de se prémunir de certains risques d'origine numérique, comme par exemple l'usurpation d'identité. Mais l'assurance aussi permet un accompagnement des entreprises victimes. C'est quelque chose qu'il faut poser cette question avec votre assureur. Elle peut-être être dans votre contrat d'assurance classique ou intégrée à votre contrat d'assurance classique, mais sinon il peut y avoir une police d'assurance cyber spécifique et ça va prendre en charge certaines pertes, notamment pertes d'exploitation, accompagnement juridique pour la déclaration notamment d'atteinte aux données personnelles. Là, je ne rentre pas dans le sujet à fond parce qu'il y a énormément de choses qui évoluent. Les plus assurés sont bien sûr les grandes entreprises. Les ETI sont à 8% assurés et nous, TPE, on est moins de 1% assurés. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a des exigences de niveau de sécurité mis en place dans les systèmes, donc des niveaux d'exigence assez élevés par les compagnies d'assurance, ce qui peut se comprendre donc tout à fait. L'autre sujet au niveau de la protection, c'est de définir dans votre entreprise le qui fait quoi, qui a droit de faire quoi. Et notamment, premier point important, c'est la politique des usages. La séparation notamment des usages personnels et professionnels. Est-ce que ça existe ou est-ce que l'email pro sert à aller naviguer sur le Bon Coin pour acheter le vélo de la petite dernière. La politique des usages, là aussi, c'est à vous de dresser un état des lieux avec ces points de réflexion parce que ça nourrira aussi ce qu'on appelle la charte informatique, les droits et devoirs de vos collaborateurs au sein de votre entreprise. Mais tout simplement aussi pour vous, notamment en situation de nomadisme. Quand je suis en déplacement pour aller voir un client, un prospect, je dois mettre en place des précautions d'usage, ne pas prêter mon ordinateur, ne pas utiliser un chargeur qui n'est pas le mien, ne pas me connecter à un hotspot public tel que gare, aéroport et hôtel. Cette politique des usages, elle est vraiment importante parce qu'elle est opposable aux tiers et aux collaborateurs. Si vous n'en avez pas, comme par exemple moi, c'est vrai que j'ai pas de charte informatique dans ma modeste entreprise, petite entreprise, mais je me suis bien évidemment, heureusement d'ailleurs, fait ma propre politique d'usage pour ne pas ouvrir la porte à d'autres formes d'attaques. C'est important de le reprendre. Et dans cette politique, c'est aussi se poser la question de comment vous gérez les mots de passe au sein de votre entreprise, au sein de vos équipes. Et la protection, c'est aussi la formation de vos équipes.
votre formation, vous en tant que dirigeant, entrepreneur, qui cherchez le développement, la croissance, c'est protéger justement votre business, que d'être dans le préventif cyber, parce que aujourd'hui, c'est pas quand est-ce que ça va nous arriver. On sait que ça va nous arriver, mais plutôt comment et quoi faire pour que ça nous arrive le moins souvent et que l'attaquant aille plutôt chez le voisin, plus vulnérable que chez nous. Donc l'information et la sensibilisation que vous verrez en slide suivante, la charte informatique qui va donc reprendre tous ces points sur la politique d'usage, qu'est-ce que tu as le droit de faire, comment, cette charte, elle est importante si vous avez des collaborateurs parce qu'elle est opposable. La seule condition, c'est qu'elle doit être diffusée pour un nouvel entrant dans le contrat de travail ou par affichage ou dans le règlement intérieur selon le nombre de collaborateurs dans l'entreprise. En tout cas, elle est indispensable et c'est un moyen de diffuser aussi et de sensibiliser vos collaborateurs parce que l'affaire de la cybersécurisation, c'est l'affaire de tous, dirigeants, collaborateurs, usagers. Ouais. Et peut-être un rappel en disant que le plus vulnérable dans une entreprise ou chez soi, c'est pas forcément le matériel, mais c'est l'humain. Oui, le fameux premier risque entre la chaise et le clavier, que citait Guillaume Poupard, l'ancien patron de l'ANSSI. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que premier vecteur d'une attaque, c'est le vecteur mail, à savoir le phishing, qui va donc tenter de récupérer des données personnelles ou des données confidentielles, mais qui va être aussi un moyen donc d'infiltrer, de s'introduire dans votre ordinateur au travers de cette pièce jointe ou d'un lien qui lui permettra après de faire ses petites affaires, de faire de l'ingénierie sociale et d'être tapi comme le loup au fond du bois et de sortir du bois quand il le voudra. Tout à fait. Et donc, ces bonnes pratiques de l'hygiène numérique, on a l'habitude de le diffuser, de sensibiliser de manière régulière au travers de Cyber Time, Cyber Lunch, par des mises en situation justement pour acquérir les réflexes de vigilance face aux principaux modes opératoires et adopter les bonnes pratiques et les bons gestes. Ouais, donc un cyber lunch, donc c'est un déjeuner à midi oui. où on vous donne à manger des claviers, des souris et des puces électroniques. Voilà. C'est ça. Et puis des serveurs, des outils. Non, c'est vrai que nos TPE sont en positionnement peuvent pas arrêter toute leur activité, donc on mutualise des ateliers entre entreprises. Ça prend pas beaucoup de temps ou sous forme de petits déjeuners débats et ça vous permet de rentrer dans ces sujets et de prendre connaissance de manière un peu plus concrète ces sujets qui restent abstraits, donc pour vous et vos collaborateurs. J'ai rajouté en slide 8 la slide anticipation. On l'a vu, en l'absence de préparation, lorsque l'incident survient, il est déjà trop tard. Mais il faut pas que ça nous arrive, il faut prendre les devants et se préparer à la situation de crise. Et c'est important. Et j'ai vu la question de Ivan, et ça va certainement répondre à vos deux questions. Comment gérer une crise cyber ? Enfin, si ma mémoire est bonne, je vais la lire la question. Je vais la lire. Crise cyber et qui prévenir ? Voilà, Yvan a écrit dans le chat une question. Alors déjà, c'est pas bien, Yvan, ça faut poser des questions dans le parti questions. Donc, Yvan nous dit quelle communication sur une crise cyber ? Je m'explique. Vu que l'atteinte du patrimoine informationnel met l'entreprise en porte-à-faux par rapport à ses clients et fournisseurs, quelle autorité prévenir ? Comment protéger sa réputation ? Je ne sais plus si je l'ai pas mis en slide 9, c'est toi qui as la main, mais on va y venir et je pense que je vais répondre à vos deux questions dans la continuité de cette présentation. Anticiper, se préparer,
tout d'abord aux réflexes à adopter. Et c'est la formation, la sensibilisation entre pairs lors des petits déjeuners, débats avec des spécialistes et des experts. Donc ça, c'est savoir comment se préparer. Et se préparer, c'est aussi se dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse en cas d'incident. Et c'est là où j'ai tenté de vous résumer ce qui est à faire. Donc former aux réflexes, formés pour éviter l'attaque, bien sûr, mais les réflexes, on les verra dans la slide suivante, c'est aussi savoir qui je contacte, mais tout ça avec la gomme et le papier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez votre plan de sauvegarde, de continuité de l'activité dans votre ordinateur. C'est une chance sur deux que vous n'ayez pas accès. Donc, vous préparez ce plan de continuité, qui je contacte, quel est l'ingénieur système, quels sont les prestataires informatiques, la gendarmerie ou le commissariat du coin, que sais-je, tout ça doit être donc élaboré, mais en version à l'ancienne, conserver donc un support papier du plan de continuité. Qui je vais contacter, qui je vais activer, où est-ce que j'ai un plan de repli pour mon activité. Tout ça, ça se prépare en amont. Plan de communication à rédiger. Est-ce que, selon la nature de mon activité, je dois rédiger pour mes clients, mes parties prenantes et mes fournisseurs un plan de communication et là, je parle d'une manière générale sans que j'ai un état précis si données ou pas personnelles ont été compromises, d'accord? Mais d'une manière générale, si ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois contacter et qui je contacte en priorité. L'assureur, par exemple, est un autre contact important puisque l'assureur, si vous êtes assuré, si vous avez une police d'assurance cyber, va aussi être un aide de camp pour vous aider à reprendre le plus vite votre activité parce que c'est bien ça, c'est la reprise de votre activité, mais aussi respecter le cadre légal si l'incident s'est avéré avec une compromission de données, ce qu'on va voir dans la slide suivante, William. J'ai pas de slide suivante, Christine. Il n'y a pas de slide. Alors moi, je le connais par cœur. S'il y a une attaque avérée, vous déclenchez ce plan de continuité, vous informez tout de suite les prestataires, donc ingénieurs, système, votre informaticien, que sais-je, l'assureur. Vous avez un point très important, c'est ce qu'on appelle le gel numérique, c'est-à-dire que, vous savez, les scènes de crime dans tous nos films qui ont bercé et qui nous bercent encore, il y a la scène de crime, elle est gelée, il faut rien toucher, donc ne plus rien toucher, mais déconnecter le poste de travail incriminé d'Internet, mais surtout pas de l'alimentation électrique. D'accord? Donc, on porte plainte aussi, ça c'est important. Et quand votre état des lieux effectué par votre prestataire, et il y a des prestataires label experts cyber qui sont disponibles dans le site cybermalveillance.gouv, il va faire un état des lieux. Là, il va tout de suite, ou en tout cas mettre en œuvre l'identification de ce qui est endommagé, de ce qui a pu fuiter. Et si il y a compromission des fameuses données personnelles sensibles, eh bien là, vous avez l'obligation de prévenir la CNIL, l'autorité de contrôle, notamment dans le cadre du RGPD. C'est une obligation sous 72 heures, et ce délai risque dans les quelques mois à venir d'être réduit. Déclarer la CNIL et déclarer aussi aux personnes concernées dont les données personnelles ont été compromises ou qui ont fuité. Déclencher la communication de gestion de crise si vous l'avez définie. Ça, c'est le métier souvent des agences de com. Je sais que j'ai été approchée par une agence de communication pour parler sur ces sujets, parce que, en effet, quand parler, comment, à qui, mais ça,
c'est propre à chaque cas. Mais en tout cas, avoir une liste de qui j'informe, comment j'informe, puisque souvent le site web peut être aussi endommagé, c'est à comment dire à aménager selon les cas et la situation que vous rencontrez. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je pense que voilà, j'ai tenu les délais. Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose de passer juste Christine, juste parler un petit peu de toi. 3C Conseils, que fais-tu? Oui, merci. Écoutez, je suis fondatrice. J'ai créé 3C Conseils. Ça fera bientôt 2 ans, j'ai avant de plonger et d'oser l'entrepreneuriat, j'ai passé ma certification de formatrice pour adultes. Ma thèse portait sur la cybersécurité en entreprise. Parce que je suis tombée dans ces sujets il y a 6-8 ans quand j'ai eu à aborder des sujets de pilotage des risques sous mon autre casquette de banquière. J'ai plus de 30 ans d'exercice dans la profession de la banque assurance et je faisais beaucoup d'animation, de formation des équipes et de mes collègues et c'est tout naturellement quand il a fallu faire un choix de vie professionnelle, je me suis orientée vers la formation, l'animation et c'est un vrai plaisir. J'ai osé me lancer, je ne regrette rien et j'apprends beaucoup tous les jours et je me nourris des rencontres comme celles qu'on fait aujourd'hui, même si on se voit pas avec vous participants. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous et oui, j'interviens principalement à 70% sur les sujets de cyber. Fraude externe et fraude interne, mais aussi sur d'autres sujets, puisque mon cœur bat pour les associations et j'interviens beaucoup dans le secteur associatif aussi, sur le secteur associatif. Bien. Voilà. Sur cette présentation, je vous ai mis à la fin 2 liens. Vous avez le lien vers le site de l'ANSSI, si vous voulez encore en savoir plus. Il est vraiment très bien fait, leur site est très riche. Et dedans, vous trouverez également un petit guide qu'ils ont fait spécifiquement pour les TPE, PME. Voilà, les 13 questions à se poser. On a répondu déjà à certaines, voire à toutes, je crois déjà. Non, pas à toutes, parce que voilà, mais voilà. Je vous mets de la même façon et je remercie Xavier. Donc je vous ai mis dans le chat les références du GIP CIMA, plus connu sous son nom cybermalveillance.gouv et qui fait un travail formidable à la fois pour les TPE, les PME, et les particuliers et qui sera une porte d'entrée pour vous aider. Mais vraiment, j'attire votre attention. Soyez dans la prévention. Posez-vous. Peut-être à 2, posez-vous les questions et ce guide de référence que je citais en propos introductif est très très bien fait, donc c'est vraiment, c'est pas une petite économie que de se poser et de réfléchir à ça ensemble. Avant qu'on passe aux questions, j'avais juste un conseil à vous donner pour ceux qui ont un site internet sensible. Si vous avez un site internet où toute votre activité pèse sur lui, par exemple une boutique en ligne, je vous donne juste une astuce qui coûte pas forcément ça va vous coûter un petit peu plus cher, mais ça sera sûr au moins. Si vous faites pirater votre site web et qu'il ne marche plus, vous avez une boutique en ligne, ça marche plus. Avant cela, vous pouvez demander ou sinon vous pouvez le faire vous-même, à votre prestataire qui vous a créé votre site, qui vous ouvre un nouvel hébergeur. Comme ça, vous avez 2 sites. Un site, le site A, par exemple, qui est ouvert à tout le monde, et un site B chez un autre hébergeur. Ça peut être le même, mais enfin bon, tant qu'à changer, vaut mieux être chez un autre hébergeur. Vous avez le même site. Et toutes les nuits, il y a des copies qui se font de fichiers entre les 2 serveurs qui hébergent votre site. Et le jour où vous avez le serveur A, donc votre site A qui est piraté, qui marche plus, vous demandez à votre prestataire on appelle ça changer le pointage des DNS, Data Name Server, je crois que ça veut dire, Domain Name Server, pardon. C'est
ce sont des serveurs mondiaux qui emmagasinent pour savoir où se trouvent les sites web. Par exemple, secondsouffle.org, il se trouve sur le serveur dont l'adresse IP est 184.56, machin, etc. Donc, il suffit de dire après ce serveur DNS, enfin ces serveurs DNS, de dire, voilà, maintenant, secondsouffle.org, quand tu tombes dessus, tu ne vas pas sur le serveur A, tu vas sur l'autre serveur qui est B. Et votre site Internet redémarre. Oui, c'est complètement transparent pour votre clientèle. Voilà. C'est un bon backup et je pense qu'il faut aussi, et je vais pas faire de longs discours là-dessus, mais se poser aussi la question, toutes ces questions, quand vous sous-traitez. Les sous-traitants aussi ont des responsabilités, et les sous-traitants de vos données, je pense à une comptabilité externe, par exemple. Eh bien, moi j'ai un ami qui s'est retrouvé dans l'embarras, dans l'activité tourisme. Donc, il y a eu 6 mois de sauvegarde perdue et donc il sous-traitait et le sous-traitant sous-traitait aussi. Donc, bref, et comme le sous-traitant n'a pas mis en place ce qu'il fallait, le sous-traitant chapeau n'a jamais pris en charge quoi que ce soit. Il a fallu reconstituer et donc plus de 6 mois de données, d'informations clients, de bons cadeaux, etc., etc. Donc ça a été un peu compliqué. Il y a une question d'Isabelle. Alors, tu l'as trouvé où ? Comment définir la bonne fréquence de sauvegarde ? Voilà. On y va, on est parti. Comment définir la bonne fréquence de sauvegarde ? Une question d'Isabelle. Une question d'Isabelle. Donc, alors là, je vais m'appuyer sur les recommandations parce que il n'y a pas une réponse gravée dans le marbre, si j'ose dire. Cette fréquence, elle est à définir, on l'a dit tout à l'heure, en lien avec le volume des données numériques produites sur un temps donné. Plus vous en avez sur un temps court, plus cette fréquence devra être plus régulière et voire quotidienne. Donc, un exemple qui avait été donné pour une TPE qui, par exemple, dans le secteur de l'artisanat, elle pourra choisir une fréquence, par exemple, mensuelle pour ses factures, son fichier client. À contrario, une plus grosse structure, dont les services, les échanges dématérialisés contribuent sa valeur intrinsèque, sa valeur marchande, sa production, son outil, et bien là, va devoir choisir une sauvegarde plus régulière, quasi quotidienne. Les banques ont des sauvegardes quasiment, toutes les X secondes, bien évidemment si c'est pas à la seconde. Donc ça va s'adapter selon justement quelles sont mes données, quels sont leurs niveaux de criticité, et ça en découlera la fréquence de sauvegarde. Alors, une question de Françoise. Un fournisseur m'a supprimé le Kaspersky. Alors, Kaspersky, c'est un antivirus, entre autres, pour laisser uniquement Windows activé. Cela suffit-il vraiment ? Alors, moi, je peux répondre, Christine. Ouais, vas-y. Alors, Kaspersky, moi qui ai été plusieurs fois directeur informatique de différentes entreprises, je ne jurais que par lui. Il y a peut-être 20 ans de ça, parce que c'était l'un des meilleurs. Voilà. Mais bon, sachez que, vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est un antivirus russe. Donc voilà, et aujourd'hui, il ne fait plus, il fait partie des meilleurs, non, pas plus que d'autres. Et alors, à votre question, donc, moi, je vous conseille effectivement de l'enlever. Bon. Donc votre fournisseur, votre prestataire vous a laissé l'antivirus qui est fourni avec Windows. Écoutez, il est parmi tous les tests chaque année. Il y a des magazines qui font des tests d'antivirus. Il fait pas partie des moins bons. Bien au contraire, il fait partie des meilleurs. Donc il a un double avantage quand même, c'est que comme il est intégré au système Windows, il est moins lourd en termes de ressources informatiques. Donc, il est un peu plus transparent dans votre travail, et puis en plus, il est gratuit. Donc, voilà.
Moi, On parle aussi d'Avast One. Est-ce que tu as... Oui. Après, vous pouvez taper, faire une recherche sur Google, enfin, sur un moteur de recherche, test, comparateur d'antivirus. Vous allez toujours trouver un bon magazine, je sais pas, un Clubic, un Frandroid, un 01net, donc il y a des magazines quand même sérieux qui font des tests chaque année sur les antivirus. Puis voilà. Mais sinon, de base, celui qui est fourni avec Windows est très très bien. Voilà. S'il est mis à jour, hein, d'accord, parce que. Mais ça se met à jour automatiquement. Hein. Oui, il est automatique celui-là, tu n'as pas besoin de le paramétrer non. D'accord, parce que moi j'ai des demandes de mise à jour, donc à une époque on était frileux par rapport aux mises à jour automatiques. Ça remonte à 5 ans, hein, parce que certains assaillants utilisaient sous les logos des marques en question et essayaient de s'introduire en envoyant des fausses mises à jour, hein, comme les faux supports techniques et autres. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, donc on est un peu plus confiant. Ouais. Une question de Cathy. Comment se protéger sur ZeroSite? Écoutez, ma chère Cathy, j'ai vu votre question passer, donc j'ai cherché entre-temps. J'ai pas vu d'informations sur le site ZeroSite. Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter des extensions. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'appeler directement, de les contacter, et puis de poser la question comment ils protègent les sites internet de leurs clients. Donc, en l'occurrence, le vôtre. Pour porter plainte, vous avez aussi un site en ligne. Hein. Mais enfin bon, là on est en tentative réussie, mais le site pré-plainte en ligne vous évite de vous déplacer et d'effectuer en amont et déclarer les faits qui sont révélés, et ça vous permet de faire d'enregistrer votre plainte sans vous déplacer. Question d'Isabelle, comment identifier les personnes à contacter, clients, prestataires, si on n'a plus accès à nos données? Déjà, normalement, Isabelle, vous faites des backups, vous faites des sauvegardes, normalement. Voilà, ouais. Après, sachez que si vous utilisez les bons outils, je sais qu'avec Gmail ou avec Outlook de chez Microsoft, tous vos contacts sont enregistrés sur votre ordinateur, ils sont synchronisés avec votre téléphone. Donc, si vous perdez l'un ou l'autre, si vous perdez votre accès à l'ordinateur, normalement tous vos contacts sont toujours sur votre téléphone. Si vous perdez les deux, il suffit de vous connecter avec un autre ordinateur sur votre compte Gmail ou Outlook, et vous retrouverez vos contacts. Une question de Anne. Anne des Hauts-de-France. Bonjour Anne. Alors, est-ce que d'accepter des cookies lors de navigation génère un risque de piratage? Non. Non, des cookies. Non, des cookies, ça se mange, c'est mignon, c'est pas méchant. Ouais, au chocolat, j'adore. Non, mais c'est surtout votre vie privée et l'utilisation des informations, qui après vous permettent d'être agité comme une poupée ou une marionnette. C'est-à-dire qu'on vous envoie des pubs ciblées, on vous envoie des choses non sollicitées parce qu'ils analysent vos fonctionnements. C'est la fameuse affaire des manipulations des votes des élections américaines. Bon, là, c'est un autre sujet, on pourra en parler. Ouais. Enfin, bon, en général, c'est pas méchant, les cookies. Une question d'Yvan. Merci pour vos réponses aux questions. En cas de perte des outils digitaux, sites, mails, etc., comment communiquer avec les parties prenantes pour les alerter, plus leur donner des consignes sur la suite? À l'ancienne, d'où moi par exemple en backup, j'ai tous mes contacts sur un répertoire ou les cartes de visite et donc la liste en version, en tout cas des accès version papier. À l'ancienne. Regardez ce qui s'est passé lorsque la mairie d'Angers s'est vue piratée, attaquée par un logiciel malveillant de type ransomware. Il a fallu travailler à la gomme et au crayon pendant plus d'un mois. Donc aujourd'hui, la profession des notaires, un des présidents d'une chambre régionale que je ne citerai pas, a donné comme consigne que tous les relevés d'identité bancaire soient partagés uniquement en version papier.
à l'ancienne, suite à toutes les fraudes donc intrusion au système dans des ordinateurs de personnes physiques qui ont modifié les RIB et les fonds sont partis ailleurs. Oui. Je n'ai plus de questions. Je ne crois pas qu'on en ait perdu dans le chat, mais en attendant, si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours écrire. Et moi, pendant ce temps-là, je vous présente les prochains webinaires. Alors, la semaine prochaine, on retrouve notre ami Fabien, notre coach Google, qui vous parlera de votre fiche établissement. Alors, qu'est-ce que c'est que la fiche établissement? Avant, ça s'appelait Google My Business. En fait, c'est quand vous faites une recherche sur Google ou sur Google Maps, vous pouvez trouver, par exemple sur Google Maps, c'est pratique, vous pouvez trouver des petites pins, des petites punaises, et vous cliquez dessus et vous voyez une photo de l'établissement, vous voyez les horaires d'ouverture, un lien vers le site internet, les promos, etc., les avis des clients. Ben, ça, c'est une fiche d'établissement, anciennement appelée Google My Business. Donc, notre ami Fabien de chez Google vous parlera de tout ça la semaine prochaine. Et donc, comme vous êtes toujours nombreux et assidus à ce genre d'événement, comme d'habitude, ça durera 1h30, donc jusqu'à 15h30 maximum. Et puis, la semaine suivante, pour une fois, on va parler de nous, tiens. On va parler de second souffle. Hein. Comment nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté. Je serai entouré de mes 2 collègues, Jean-Pierre, qui est notre animateur du réseau national, et Philippe, qui est notre responsable de tous les accompagnements au niveau national également. Donc, on vous dira comment ça se passe en accompagnement chez Second Souffle. Et puis, le vendredi 10 mars, alors c'est pas tout à fait prêt, mais ça pour rebondir sur notre webinaire du jour, je vous fais un webinaire avec France Num. Vous voyez, hein, j'ai un doute, ça fait partie du ministère de l'économie ou de l'intérieur, je sais. De l'économie, ils sont situés à Bercy et j'ai rencontré Bercy en janvier dernier et depuis je suis devenue accréditée France Num. Je suis un activateur ou activatrice. Ah, tu es une France Numette alors? Je suis une France Numette, une activatrice. Voilà, oui. Donc voilà, on vous présentera toutes les formations qui sont gratuites, parce que ça fait partie du plan du gouvernement pour que plan de relance, plan de relance pour que les entreprises, les TPE, les PME puissent se mettre à jour sur les outils digitaux. Donc il y a plein de formations, des très courtes comme des très longues. Et c'est très intéressante, ouais. Donc ça sera donc le 10 mars. Une nouvelle question vient d'arriver. Comment Ah non, il y avait une question d'Élise avant. Je me sens protégé, je suis sur Linux, c'est peut-être une erreur. Non, si ça vous suffit pour travailler, c'est très bien. Effectivement, c'est aujourd'hui le système d'exploitation le plus protégé parce que c'est le système d'exploitation qui est le moins utilisé dans le monde. Voilà. Comme il y a 20 ans, les Mac étaient soi-disant protégés. Alors, ils n'étaient pas protégés parce qu'ils étaient les meilleurs, c'est parce qu'ils représentaient moins de 3 ou 4% de part de marché au niveau mondial. Donc, les pirates, ils ont plus de chances de tomber sur un Windows que autre. Maintenant, les parts de marché de Mac, d'Apple commencent à augmenter. Donc, ils sont aussi vulnérables qu'un Windows chez Apple. Et un jour, peut-être que les Linux, si vous êtes trop nombreux, il y en aura encore plus. Voilà. Une question de... Oula, c'est maintenant à la fin que vous me posez plein de questions, c'est malin. Alors, comment supprimer l'envoi des mails néfastes définitivement? Ah, oui, si. T'as la solution, Christine? L'envoi des mails néfastes, alors les mails type courriel non sollicité, vous avez la possibilité d'avoir des anti-spam, mais par feu et antivirus sont les trois axes à travailler. T'as d'autres solutions surtout, quatrième, prévention, c'est faire travailler par la pratique et la mise en situation, comme je le fais avec un grand nombre de collaborateurs et de dirigeants de petites entreprises, travailler autour de la table sur des exemples et faire prendre conscience que c'est possible aussi d'avoir des tentatives d'attaque par les réseaux sociaux. Je fais travailler sur des choses concrètes qui me sont arrivées dans la vraie vie ou qui sont arrivées à d'autres, et notamment on travaille sur des postures sur la messagerie LinkedIn par exemple.
et des sujets de messagerie. Donc on pourra jamais supprimer l'envoi. On pourra surtout mettre, comme quand on était dans un château fort, des donjons hauts pour se protéger. Mais le risque zéro, ce sera peut-être le mot de la fin, le risque zéro en la matière n'existe pas. Et sinon, moi, par expérience, moi j'utilise Outlook professionnel. Et je ne vais pas exagérer, mais je vais vous dire que 99,8% des mails qui sont dangereux ou faux, ils arrivent tous dans les courriers indésirables. Donc ça veut dire que l'outil de Microsoft est très très bon là-dessus. C'est très rare que j'en ai un qui passe à travers. Alors moi j'ai l'œil évidemment parce que je m'y connais, donc je les détecte facilement. Mais sinon, je peux vous dire que l'outil est très très bien. Sinon, un petit conseil, voilà, mais alors c'est peut-être déjà trop tard, mais créez-vous une adresse email de poubelle, je dirais. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un site internet qui vous demande votre adresse mail pour vous envoyer quelque chose ou pas, pour vous connecter, si vous n'êtes pas trop sûr, si vous connaissez pas ce site internet-là, utilisez cette deuxième adresse mail poubelle, je dirais, pour vous inscrire, vous connecter. Et puis si vous êtes sûr, prenez votre adresse email principale. Ça évite. Et je dirais, allez aussi naviguer sur des sites référencés. C'est-à-dire que moi, je le vois quand je travaille sur les notions de crypto-monnaie, je vais me documenter, etc. J'ai des vagues à ce moment-là. Quand je vais sur ces thématiques-là, j'ai des vagues d'attaques qui ne passent pas, hormis, comme tu le dis, William, j'en ai 1 ou 2, 3, et la vigilance que j'apporte à la réception de toute communication fait que je rentre pas dans le sujet. Mais dès lors, j'ai remarqué que sur certains sites, et puis c'est un des réflexes et une des bonnes pratiques, n'aller que sur des plateformes autorisées. Sinon, c'est la porte ouverte à des mails frauduleux. Ouais. Et une dernière question de Cathy. Est-ce que le travail d'un webmaster, c'est de sécuriser le site? Alors, un webmaster n'est pas forcément le créateur du site. Hein. Là, je joue un peu sur les mots, mais bon. Le webmaster, normalement, c'est celui qui gère le site internet, mais le front, ce qu'on appelle ce que voient les gens. Après, c'est plus à votre... Enfin bref, je joue sur les mots, allez, j'arrête. Oui, si ça fait partie du contrat que vous avez fait avec lui, en fin de compte. Si dans votre contrat commercial, si lui s'oblige, ou alors si vous lui demandez qu'il lui soit obligé de vous mettre les sécurités, oui, ça va bien être son rôle. Oui, il veille à son amélioration, il veille à la mise à jour, donc comme tu dis, ça dépend du contrat qu'il a proposé, mais c'est un point de vigilance, comme le point de vigilance avec ses sous-traitants, avec nos sous-traitants. Vous savez, les métiers de l'informatique sont vastes. Hein. Donc, une agence web n'est peut-être pas ou ne veut pas se spécialiser dans la sécurité et préfère vous dire, écoutez, moi, je vous fais créer le site. Par contre, si vous voulez faire appel à un bon prestataire pour la sécurité, moi, je connais un tel ou un tel. Mais, elle ne portera pas le risque cyber. Oui, en tout cas. Bon, voilà. Notre ami Xavier va peut-être être en train d'écrire, va peut-être nous dire quelque chose de drôle. Il nous a rien écrit de drôle aujourd'hui, Xavier. Hein? Je ne connais pas Xavier, tu le connais a priori. Xavier, il est là régulièrement, oui, c'est un ch'ti en plus, Xavier. Ah, super, je serai à Lille prochainement, tiens. Écoutez, je vous souhaite... alors, merci pour cette présentation. Merci. Et écoutez, donc moi, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Vous verrez les 2 magnifiques visuels que je vous ai fait pour les 2 prochains webinaires. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire ou en savoir plus. Et puis, avant ce soir, moi, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible et vous pourrez télécharger également la magnifique présentation de Christine. Merci à tous, à votre entière disposition. Merci à Second Souffle pour sa présence auprès de nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Merci, excellent week-end à toutes et à tous. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.